Salut, je suis Xavier Coiffard et je vous présente Génération Remote, un podcast qui explore une nouvelle façon de travailler. L'idée c'est de comprendre comment est-ce qu'on peut travailler autrement. Dans ce podcast on parle de télétravail, de digital nomade et de comment se créer son propre mode de vie dans un monde de plus en plus numérique. Je vous propose d'explorer ces différents univers sans filtre avec des personnes qui vivent au quotidien. Si ces sujets vous intéressent, abonnez-vous. Bonjour à tous et bienvenue sur Génération Remote. Aujourd'hui sur Génération Remote, je reçois Com Courteau. Salut Com, tu es cofondateur d'une boîte qui s'appelle Citizen Plane. Est-ce que tu peux te présenter rapidement et présenter rapidement aussi ce que fait Citizen Plane? Ouais, bonjour Xavier. Je m'appelle Com, j'ai 31 ans. Je suis directeur des opérations chez Citizen Plane, que j'ai cofondé avec trois autres associés il y a 5 ans. Je venais d'une société d'investissement avant et donc on a monté cette activité en toute fin 2017. Notre métier, c'est d'optimiser le taux de remplissage des avions. Okay. Comment on fait ça? En fait, il y a beaucoup de stocks, beaucoup de billets d'avion qui existent mais qui sont pas distribués en ligne pour plein de raisons. Peuvent être réservés à des clients pros. Ils peuvent être à des tarifs qui sont pas normalement distribués par les compagnies aériennes. Et nous, notre métier, c'est d'agréger ce contenu et de le mettre en ligne. Okay. Et en général, on fait ça en le remarketant, c'est-à-dire qu'on refait le prix, on optimise le prix aussi. Donc c'est un métier vraiment, c'est très simple. La boîte est divisée en deux. Il y a un pan technique, un pan commercial. Et dans la partie commerciale, on est plusieurs à s'en occuper. Il y a une grosse partie aussi opération puisque il faut du support client, il faut gérer les demandes des passagers. On s'occupe de tout ce qui se passe en fait entre le moment de la réservation et le décollage. Donc Ouais. voilà, on a vraiment ces métiers-là. On est aujourd'hui une équipe de 26. Donc on est une petite équipe. Cette année, on a un budget à un peu plus de 100 millions de volume d'affaires. Donc on est quand même, on est une petite équipe pour gérer beaucoup de volume. Donc ça demande beaucoup de process, ça demande beaucoup d'organisation. Et donc on va en parler, mais on est une équipe remote. Ouais, alors justement, sur ce podcast, on va parler de votre organisation. Et pour une fois dans ce podcast, alors on parle souvent des devs ici, de par, je pense, mon biais à moi, parce que j'ai un ancien dev. Donc c'est plus facile pour moi d'inviter des gens plutôt dans la sphère technique. Mais justement, ça m'intéresse d'aller voir aussi ailleurs, et c'est ce dont on va parler aujourd'hui, parce que Citizen Plane est une boîte qui est remote ou full remote depuis plusieurs années. Et toi, donc, tu es responsable de l'équipe commerciale et opérationnelle. Donc déjà, est-ce que tu peux nous dire pourquoi est-ce que vous avez choisi de passer en remote? Et puis après, on essaiera d'aller creuser un petit peu l'organisation que vous avez mis en place, parce que c'est hyper intéressant, le côté commercial et le côté opérationnel. Avec plaisir. Alors on est passé en remote contraint et forcé, comme tout le monde en mars 2020. En gros, on a commencé cette boîte à Paris. On était 11-12, je pense, au moment du premier confinement. Okay. Tout le monde était à Paris, sauf une personne. Et comme quoi, on avait déjà un peu commencé, sauf une personne qui était aux Pays-Bas, Okay. qui venait une fois par semaine à Paris, et qui sinon, le reste du temps était un peu un électron libre, puisqu'on avait vraiment, rien, pour le coup, il y avait pas de process, quoi. C'est-à-dire que il y avait pas de call, il y avait pas de, tout était physique, quoi. On se retrouvait au bureau le matin, on prenait un café, on discutait, etc. Et le type venait une fois par semaine. Parce que on a en fait non, on l'a recruté, il était aux Pays-Bas. En fait, on est un business très international de base. L'industrie de l'aérien, c'est la beauté du truc, c'est que c'est standardisé dans tous les pays du monde. Et donc on a commencé par la France parce qu'on y était, mais on est allé très vite sur d'autres marchés, en Allemagne, en Scandinavie, aux Pays-Bas, au Benelux, etc. On avait une grosse activité à l'époque déjà Benelux, Allemagne,
Et donc on a embauché quelqu'un, un sales là-bas, parce que c'était juste pratique pour aller parler aux clients, pour aller en chercher en chercher en chercher d'autres localement, quoi. Donc D'accord. on avait embauché quelqu'un là-bas parce que c'était un très bon profil, mais on n'avait pas vraiment de structure pour le faire. Et en mars 2020, il s'est passé ce qui s'est passé. Donc on a eu les fermetures des bars, les fermetures de ça, etc. Et le vendredi avant, je pense que le premier confinement c'était un lundi ou un mardi, et le jeudi d'avant, Alexis, qui est mon associé technique, me dit ah, les gars, laissez tomber de toute manière. On va être confinés, mettons tout le monde en remote, ça sert plus à rien de venir au boulot, on Ouais. passe tout le monde en remote. On me dit oh, écoute, t'es sympa, mais voilà. Pas chaud du tout. Le lendemain, ça s'empire, les news commencent à s'emballer, etc. Fermeture des restos, etc. Voilà. Donc là, on dit bon, ok, on peut passer en remote un peu par sécurité parce que les gens vont pas venir au bureau s'il y a une pandémie, et voilà. Euh, et puis finalement, on a bien fait parce que 2 jours plus tard, on y était obligé. Et donc, on est vraiment passé en remote sans aucune préparation, rien. Ouais. Euh, on a, on avait 3 outils qui nous ont sauvé la vie, je pense. Euh, on avait Slack, un peu comme tout le monde, Ouais. et qui permettait au moins de communiquer. On avait Notion sur lequel il y avait déjà, notamment côté technique, toute la doctech. Donc je vais pas te l'apprendre à toi, mais les devs sont toujours un peu en avance. Ouais. Et ils avaient déjà bien processé les choses. Côté commercial, on avait des notes en fait, c'est des espèces de feuilles volantes quoi. Donc il y avait un pitch un peu standardisé, 2 3 présentations, tout était un peu rangé. Il y avait un dossier commercial et tout était rangé là, comme ça, sans aucune organisation. Euh, et côté opération, pareil, on avait des espèces de réponses types, etc. Et le troisième outil qui nous a sauvé la vie, c'est qu'on avait Front. On pourra y revenir plus tard, mais c'est un outil donc d'email collaboratif Ok. qu'on utilisait depuis le début de Citizen Play, notamment au support, mais aussi dans les autres verticales. Et donc on avait des moyens de communiquer. Donc on est parti comme ça en se disant bon, on va voir ce qui se passe. Euh, et on est passé en remote vraiment voilà, contraint et forcé. À cela s'ajoutait en plus le fait que du jour au lendemain, on n'avait plus de business, hein, puisque les avions volaient plus. À peu près sur quasiment tous nos marchés, on a fait moins 99% du jour au lendemain. Ah Euh, oui. Ouais. donc on Ok. avait une boîte en situation de faillite. Enfin, on avait l'avantage de Citizen Plan, c'est que ça a toujours été une activité profitable. Donc on avait des résultats des années précédentes. On avait on avait du cash in bank. On avait levé un peu d'argent. Bon. Donc on n'était pas à la rue, mais disons que le business s'est vraiment arrêté du jour au lendemain. Et là, tu dis à tout le monde, bah écoutez, vous restez chez vous, bonne journée, salut. Avec une équipe majoritairement de trentenaires parisiens qui vivent dans 30 mètres carrés, avec des copains, copines qui ont le même âge et qui vivent dans le même appartement, qui ont la même situation. Donc voilà, ça a été un peu chaotique. Il y a ceux qui ont pu partir, il y a ceux qui sont restés. Et on a structuré à partir de là. Mais donc on a vraiment structuré notre remote Ok. bah, on the go quoi. On a regardé comment ça allait se passer. Ok. Aujourd'hui, voilà, on a assez vite mis. En fait, on a assez vite eu des réflexes quand même. On a assez vite mis des points comme commerciaux d'un côté, technique de l'autre, tous les jours le matin. On a assez vite mis en place des all hands meetings. On a utilisé Google Meet. On s'est retrouvés. Puis en fait, tout le monde était un peu dans la même situation sur le plan perso. Donc finalement, on s'est tous assez vite adaptés aux outils. Et on avait déjà des outils de communication qui étaient existants et qui étaient utilisés. Donc ça s'est fait assez vite. Mais oui, c'était un passage contraint et forcé. Alors, ce qui est intéressant, c'est que c'était probablement les pires conditions pour passer au remote. On en parlera tout à la fin du podcast. Mais tu as un avis assez tranché sur le remote, notamment au début, pour commencer une boîte en remote, Ouais, qui est plutôt négatif, on va dire ça comme ça. On développera tout à l'heure. Et pourtant, là, la bien pandémie est sûr. terminée, les confinements sont terminés aussi, et pourtant vous êtes toujours en remote. Donc tu peux nous dire un peu comment est-ce que vous avez organisé ça, et puis pourquoi est-ce que vous y êtes resté en remote, pourquoi est-ce que vous n'êtes pas tous rentrés Ouais. au bureau ensuite? Euh, alors, pendant un mois, c'était le bordel. Enfin, il n'y a pas d'autre mot. C'était atroce. Moi, j'ai des visions. On s'appelait tous les jours avec mes associés. J'ai des visions de Charles, qui est le CEO, qui était dans une chambre grise, sans lumière, qui était comme ça en fâcherie sur son fauteuil. Nous, on était tous déprimés. Bon, voilà. Mais c'était parce que le business allait mal. Hein. C'était vraiment Ouais, un moment où
c'était pas rigolo. Euh, on est, on a fait ça pendant un mois. Il y a eu un mois de flottement où personne savait où on allait. Parce qu'en fait, en plus, enfin, je pense qu'on s'en, enfin, on a peut-être oublié. En fait, je pense qu'on a collectivement oublié. Mais à l'époque, le confinement, il devait durer 2 semaines. Il a été prolongé de 2 semaines en 2 semaines. Il a fini par durer 2 mois. Donc, au bout d'un mois, on s'est dit Ouais. bon, ok, c'est la nouvelle norme. Partons du fait que ça, c'est notre ground zero, quoi, et on va repartir à partir de et donc, on s'est dit, bon, ok, il n'y a pas d'autre choix. Faut ouvrir des nouveaux marchés, faut aller chercher des nouveaux fournisseurs, des nouveaux distributeurs. Surtout qu'il y avait des marchés qui, eux, en plus, ont maintenu une activité économique. Il y a plein de pays qui étaient en confinement et où c'était moins dur. Il y a plein de pays qui n'ont pas vraiment fait de confinement. Et Ouais. en France, on avait aussi cette logique de dire les voyages essentiels étaient autorisés, mais comme on a une activité très tertiarisée, très service, etc., bah en fait, les voyages essentiels, il n'y en avait pas tant que ça. Euh, mais en Europe de l'Est, par exemple, les gens avaient toujours besoin de se déplacer. Il y avait énormément de ce qu'on appelait de VFR, donc de Visiting Friends and Relatives, donc enfin des déplacements familiaux, impératifs, professionnels, etc. Et puis, par exemple, en Suède, il n'y avait pas de confinement. Alors, il y en avait un, mais il était beaucoup plus light. Il y avait quand même un petit peu plus de volume. Donc, on a commencé à aller chercher d'autres marchés, etc. Puis, on s'est dit, bon, bah, écoutez, les gars, on se remet au charbon, on y va. Et donc, on a commencé à appeler des gens, on a pris notre téléphone, on a commencé à aller chercher des nouveaux fournisseurs, des nouveaux marchés. Et ça a un peu remis tout le monde dans une dynamique de vente. Côté tech, je veux pas être méchant avec les développeurs, mais vous avez toujours une capacité étonnante à survendre un tout petit peu. Et donc, du coup, il y avait 6 mois de backlog qu'il fallait écluser. Donc, tout le monde bossait, en fait. Et on s'est Ok. retrouvé fin avril où on s'est rendu compte que bah tout le monde bossait, que ça se passait plutôt bien, que on a délivré, enfin la tech a délivré des features comme jamais, les commerciaux sont allés chercher des nouveaux marchés comme jamais. Au côté opérationnel, on a pris une charge monumentale puisqu'en fait en 2 jours il a fallu annuler 2 mois de réservation. Ouais. Moi, j'ai fait des emails automatiques d'annulation de plus de 10 000 tickets, quoi, d'un coup. D'accord. Donc là, tu vois ton cash qui. Ouais, ouais, c'est ça. Euh, enfin voilà. Mais on a tous, en fait, tout le monde a hyper bien bossé, a été hyper productif. Et on s'est dit en fait, mais ça marche vachement bien. Le type qui était aux Pays-Bas pour la première fois de sa vie, il s'est senti intégré à la boîte en fait, parce que du Ouais. coup, bah tout le monde lui parlait tous les jours, alors qu'avant le pauvre vieux, il était chez lui, puis oh, qu'est-ce qui T'es se tout seul. passait Ouais. les jours où il était pas au bureau, personne ne savait rien. Et donc en fait, on s'est dit bon bah ça marche. Et puis à côté de ça, on avait des gens qui étaient partis, tu vois, de Paris, qui voilà, qui me disaient bon. Franchement, je suis bien, je suis dans une baraque, je suis voilà. Bon, Ouais. donc chacun a fait en fonction un peu de ses possibilités, mais bon, il y avait une certaine flexibilité, quoi. Et du coup, Et comment, donc on se dit bon, bah, puisque ça marche, continuons. du coup, ouais, comment est-ce que parce que tu disais qu'au début c'était complètement désorganisé, vous y avez quelques outils vite fait, et maintenant ça marche. Est-ce que tu peux nous dire un peu ce que vous avez fini par mettre en place pour avoir un fonctionnement optimum, même si c'est peut-être encore Ouais. work in progress? Non, ça allait assez vite et il y a eu assez peu de changements, bizarrement. Au bout de 15 jours, on a mis en place un call tous les jours. Ok. Donc, on a séparé les équipes en équipe tech, équipe commerciale. Donc, en gros, il y avait 7 personnes de chaque côté. Aujourd'hui, on est plus 10 et 10, ce qui devient un peu compliqué côté commercial parce qu'en fait, il y a une équipe qui est vraiment ops, et une équipe qui est vraiment sales et peut-être que tu vois, faudrait faire faudrait séparer les deux groupes et Ouais. on aura sûrement un ajustement à faire. Mais on a ce call tous les matins, 10 heures, Google Meet, on se connecte et c'est très simple, on dit voilà ce qu'on a fait la veille, voilà ce que je vais faire aujourd'hui. Euh, Pas forcément de manière exhaustive. L'idée, c'est juste qu'on puisse parler de nos sujets, nos problèmes. Ouais. Et en fait, on a fait ça très vite et on s'est très vite rendu compte que par ailleurs, c'était exceptionnel parce que du coup, tout le monde était au courant de ce que faisaient les autres. Et même si tu es dans un bureau et que tu en entends parler, c'est pas parce que machin fait quelque chose qu'en fait, il va te le dire. Là, au moins, il te le dit.
et il y a des informations qui sont partagées au sein de l'équipe. Donc, de ce point de vue-là, on l'a mis en place assez rapidement. Et puis on a doublé ça d'un call. Alors pour le coup, lui, on l'a bougé plusieurs fois. Aujourd'hui, on a settle sur le mardi 10h, qui est un call avec toute l'équipe. Euh, Ok. pour le coup, il y a tout le monde. Et une semaine sur deux, c'est l'équipe commerciale. Une semaine sur deux, c'est l'équipe tech qui présente en gros les gros achievements et les gros chantiers, avec un récap chiffre, etc. Qui est fait en mode bah, voilà ce qu'on a fait. Donc ça c'est allé assez vite et ça marche très bien. On l'a gardé depuis. On est sur une organisation qui fonctionne bien. Je pense qu'il y a peut-être des ajustements à faire en fonction des time zones. Pour l'instant, tout le monde est sur des time zones relativement proches. Donc cet horaire de 10 heures fonctionne bien. Après, voilà, ça nous convient, mais c'est un fonctionnement assez basique. Deuxième gros chantier, c'était tout processer sur Notion. Ouais. Euh, En fait, de la doc, c'est vraiment du contenu froid. Mais voilà, on a tout marqué. Bah, c'est quoi un pitch commercial? Il y a des petits onboarding qui sont faits pour les nouveaux qui arrivent. Voilà, on a utilisé Notion parce que c'était déjà là et que c'est assez pratique. Ouais. Euh, mais tout à doc, vraiment, le contenu froid est là-dedans. Euh, et puis ensuite, en termes d'outils, euh, on a gardé en fait Slack et Front qui sont vraiment des outils d'échange pour le coup et qui sont très collaboratifs quoi. Donc je sais pas je sais pas si tu veux qu'on parle vraiment des outils spécifiquement enfin qu'on Non, descende non, dessus peut-être, mais est-ce que tu peux nous dire, attends, je vais aller voir ce que c'est que Front, parce que je connais pas du tout en fait, donc je vais en profiter. alors ouais, je vais faire le moment pub. Je suis pas payé par Front, donc c'est plutôt l'inverse. Mais s'ils veulent me faire un discount, c'est toujours bienvenu. Non, blague à part, Front, c'est un outil très simple qui permet de partager des emails. Donc ça permet deux choses. On a tous chacun notre email en @citizenplane.com. Ouais. Euh, Front est une surcouche à Gmail. Ok. Et l'avantage, c'est que je peux j'ai mes conversations, donc mettons que j'ai mes négociations commerciales, etc. Et je peux partager cette conversation à d'autres membres de l'équipe qui sont pas en CC, mais qui auront accès qui verront dans leur boîte mail les emails précédents. Il y a un chat dedans qui me permet en fait d'échanger avec des membres de l'équipe en disant bah t'en penses quoi de ça, est-ce que tu peux, enfin comment est-ce qu'on pourrait faire ceci, cela, etc. Et je peux écrire un draft, un brouillon, Ouais. le partager à quelqu'un, cette personne peut l'éditer, rajouter des éléments, l'envoyer à ma place, moi je peux l'envoyer. Et en fait, on fait tout le temps ça en conversation. Je pense qu'il y a quasiment aucune conversation qu'on garde pour nous, bah parce que c'est hyper pratique et que Ouais. du coup, on peut vraiment collaborer sur chaque sujet. Et donc, on est une boîte, je pense, très collaborative dans ce sens où en fait, il y a quasiment rien qui se fait par soi-même. Tout est partagé. Et souvent, en fait, on dit, bah, on met un timer, on envoie cet email dans 1 heure. Et puis, si D'accord. t'as quelque chose à dire, Fais le t'annules maintenant, quoi. l'envoi, tu le dis ou tu te tais, Ouais. quoi. Ok. Et exactement. Et du coup, c'est hyper pratique parce que ton inbox devient vraiment ta to-do list, quoi. T'as tous tes sujets qui sont là-dedans. Donc ça pour le coup, on l'utilise beaucoup. Euh, on utilise Pipedrive évidemment aussi pour bah, Ouais. le suivi des deals. Euh, mais beaucoup de conversations arrivent dans Front. Par ailleurs, Front est aussi notre outil qu'on utilise au support client. Donc on a une sorte de boîte mail connectée, quoi, qui est pour le coup partagée sur toute l'équipe opérationnelle. Ok. Mais pareil, si on a un sujet opérationnel, l'avantage c'est qu'on peut tout à fait aller taguer quelqu'un de l'équipe. Donc je sais pas, mettons qu'il y a, j'en sais rien, un bug sur quelque chose avec un client, on peut tout de suite taguer quelqu'un de l'équipe tech en disant bah j'ai l'impression qu'il y a un bug, est-ce qu'on peut regarder? Il y a un problème avec un fournisseur qui est pas content, bah on tague l'équipe commerciale en disant ah, là ton client il est pas très content, est-ce que tu veux faire quelque chose? Donc on a vraiment ce mode-là qui permet en fait d'échanger beaucoup d'infos. Et donc ça plus Slack plus les calls, euh, bah on n'a pas, enfin Ça suffit. on a la même richesse d'échange que si on avait la personne à côté de la pièce, Ouais. honnêtement. Ouais. Ok. Voire potentiellement plus parce on partage plus activement. On garde pas forcément de sujet pour nous en disant mais si je t'en ai parlé à la machine à café et je vais complètement oublier. Là au moins tu vois t'as vraiment un truc qui est dans tes outils. Donc pour le coup ça fonctionne très bien. Ouais. Euh,
Je pense que mais oui, aller voir Front en tant qu'outil collaboratif, c'est vraiment génial. Mais je pense que Superhuman fait la même chose. Ouais, il y a d'autres boîtes mail, hein, mais ok. voilà. Nous, on est très content de Front. On a créé un petit plugin en plus, custom Citizen Plane qui est relié à notre base de données pour aller chercher des infos sur les passagers quand on a besoin et tout. Donc vraiment, c'est très intégré à notre écosystème, mais il n'y a pas de, enfin, c'est ça autre chose. Mais vraiment pouvoir partager sur l'email, plus un chat, plus des calls, le quotidien roule très bien comme ça. Et ensuite, on a Notion un peu en backup quand il y a un sujet un peu charnu à faire. En fait, c'est intéressant parce que ça vous a forcé à vous organiser. En fait, j'ai l'impression qu'au début, c'était un petit peu, tout le monde est là, donc en fait, tout est fait de manière un peu informelle, effectivement, machine à café et tout ça. Et là, du coup, vu que bah, de fait, vous voyez plus, bah, il faut s'organiser, mettre en place des rituels, mettre en place de la doc, essayer de vraiment tout mettre au carré pour que ça fonctionne, quoi. Totalement. Encore une fois, hein, ça a été contraint et forcé, mais on a assez vite vu que ça faisait beaucoup de bien à l'équipe. Je pense qu'on aurait dû le faire de toute manière, mais c'est vrai que là, on est vraiment dans quelque chose. On a de la communication orale par call, Ouais, et je sais pas si on devrait la tuer totalement. Enfin, je sais qu'il y a des boîtes qui sont entièrement ouais. écriture based, quoi, qui font vraiment tout par écrit. Euh, bon, je sais pas si on y arriverait totalement. Je pense que voilà, on va sûrement parfois plus vite à l'oral, c'est plus fluide, c'est plus voilà. Donc je pense qu'il y a encore beaucoup de discussions qui sont pas écrites. Ouais. Mais les choses importantes sont écrites. Il y a toujours une trace écrite de quelque chose. Un échange, qu'il soit commercial, qu'il soit tech, va être écrit. Et donc voilà. Et là, je parle de la partie commerciale, mais les techs, on Jira, Ouais, ouais. on GitLab. Enfin voilà, il y a les mêmes. Enfin ça, je pense que tu l'as couvert in extenso dans tes précédents podcasts. Mais donc on a vraiment ces outils-là qui permettent de collaborer de manière très fluide finalement. Et, du coup, on va essayer de mettre un peu l'accent sur l'équipe commerciale et Ops. Parce que tu disais au début que vous étiez Ouais. 12 au début du confinement, et maintenant vous êtes 25, je crois que tu m'as dit au début du podcast. Au Donc, total, chez Citizen Prime. Ouais. ouais. Donc vous avez grossi, et vous avez recruté sur des marchés que vous connaissiez pas, donc à l'étranger, j'imagine. Donc vous avez recruté des personnes de cultures différentes et tout ça, en full remote, et donc il y a plein de choses à, il y a plein de signaux d'alerte là qui s'allument d'un coup. Tu vas recruter beaucoup, cultures différentes, Euh, pays différents, tout alors, ça. ouais. Plusieurs choses. Le premier recrutement qu'on a fait en remote, c'est moi qui l'ai fait. J'ai recruté le directeur du support client et de l'expérience utilisateur. Gros poste parce que Ok. poste à forte pression, etc. Avant, c'était moi qui m'en occupais directement et Ouais. j'avais des agents de support en direct. Autant te dire que c'était une organisation qui était un peu bancale. Et donc, depuis plusieurs mois, je cherchais quelqu'un qui puisse vraiment s'occuper de ça, être dédié à ça, etc. Le Covid est arrivé. Le Covid étant arrivé, on a frisé tous les recrutements en se disant, on sait pas où on va, donc voilà. Et il y a un mec qui est Ouais. un Français qui vit à Berlin, qui nous écrit. Bon, en plein mois d'avril, super avril 2020, super timing pour postuler dans l'aérien un job, tu vois. Tout le monde se fait virer. Bon, et le mec a l'air solide, etc. Et en fait, on a fait le pire process de recrutement pour Victor. Je suis désolé pour lui. Ça a duré des mois et des mois parce qu'en fait, on savait pas. Enfin, on savait pas quoi faire, quoi. On n'avait pas de visibilité. Est-ce que le business allait repartir, pas repartir, etc. Ouais. Et on a vraiment testé. Donc, bah, on avait un process qui existait déjà, qui était de faire un premier call rapide pour voir la personne. Ensuite, un entretien physique où on descendait vraiment ses expériences. Un entretien où on descendait le poste. Et ensuite, bah, à l'issue de l'entretien du poste, on prenait des petits cafés. Enfin, on vous organisait toujours un petit café avec l'équipe et voilà. Et sur les gens qui on proposait toujours sur les gens qui quittaient, qui devaient démissionner d'un poste avant de donner leur démission, s'ils étaient chauds et qu'on était chaud, on leur proposait de venir faire une journée chez nous en immersion, en se disant bah ça peut aussi te convaincre ou au contraire te dire ah non c'est pas possible. Et des deux côtés. Mais c'est vrai que tu vois quand tu recrutes quelqu'un qui est en poste, etc., Ouais. tu dis bah tu vas repartir sur une période d'essai, etc. On faisait ça. Ça c'était le process.
Et en fait, on a juste transposé ce process, mais en call. Et donc on a fait ça avec Ok. Victor. Et voilà, on a fait des tests et on a même fait une demi-journée, je crois, en télétravail. On lui a donné un accès au support et il a travaillé. Et il a vu ce que c'était. Et voilà. Mais donc on a ce même process aujourd'hui de recrutement, un call d'une demi-heure rapide pour voir si ça peut fitter, un call un peu plus charnu sur les expériences, sur d'où tu viens, ce que tu veux faire dans la vie, quels sont tes objectifs, un call vraiment sur le poste où tu parles. Autant les deux premiers calls sont plus RH et donc c'est souvent Charles qui est le CEO qui les fait et parfois on est deux. Autant l'entretien plus Ops, c'est vraiment avec le type avec qui tu vas travailler quoi, donc ou la fille avec qui tu vas travailler. Donc c'est Ouais. vraiment un entretien hands-on où voilà on t'explique ce qui va se passer. Et ensuite on fait quatre calls de non, on fait deux calls avec deux personnes à chaque fois, donc tu as quatre personnes, deux calls d'une demi-heure avec d'autres membres de la team qui sont pas des fondateurs. Donc l'idée c'est que tu vois d'autres gens qui sont pas D'accord. des fondateurs, qui sont employés, etc. Et les fondateurs sont pas présents dans ce call, ce qui permet aussi comme ça de voilà, ils peuvent peut-être qu'ils disent qu'on est des salauds, je sais pas. Ouais. En tout cas les gens continuent de venir, donc c'est peut-être pas. Mais voilà, c'est un process qui est long du coup, mais qui permet a priori de voir les ambitions de la personne, est-ce qu'elle match avec ce qu'on veut faire, le poste en tant que tel et l'aspect opérationnel du poste, et l'aspect humain et le fit avec l'équipe. Euh, et donc on a Ouais. fait un recrutement comme ça, mais on a un peu tâtonné. Et donc Victor, qui était la première personne qu'on a recrutée en télétravail, ça a pris, je pense, 3 mois parce qu'en fait, on faisait un call, on lui disait, écoute, ça a l'air chouette, mais Oui. vraiment, on sait pas, je suis désolé. Voilà, mais bon, il nous a rejoint, il est toujours chez nous, il est toujours directeur du support, et il fait un job excellent, et voilà, et ça se passe super bien. Et donc, on a un peu gardé ce process. On l'a fait plusieurs fois. Euh, on a évidemment recruté des gens qui sont pas français. On a quand même une majorité de Français dans l'équipe. Tous les Français vivent pas en France, mais on a une majorité de Français dans l'équipe. Euh, D'accord. la deuxième nationalité, je dirais, c'est des Allemands. Euh, pareil, hein, Ok. enfin, culturellement, c'est pas dramatique. Euh, et, euh, et j'ai oublié de dire quelque chose, mais on avait déjà switché avant le Covid toute la communication écrite en anglais, puisqu'il y avait cette personne qui Ah, était aux d'accord. Pays-Bas J'allais te poser la question sur la qui, langue. ouais, ouais, ouais. En fait, on était en français au début. Quand on a commencé à recruter cette personne aux Pays-Bas, on a passé la communication écrite en anglais. Au bureau, ça parlait toujours français. Et aujourd'hui, bah, Ouais. tout est en anglais, sauf, enfin bon, évidemment, s'il y a deux Français qui s'appellent, ils vont se parler en français, mais et ça arrive souvent parce qu'on a une prédominance de français. Mais tout est passé en anglais. Donc en fait, onboarder des gens d'une autre culture a été assez facile puisque tout était déjà en anglais. Euh, et finalement, Ok. c'est pas des gens culturellement très éloignés. Voilà. Après, bah, on a aussi recruté une personne de nationalité russe. Ça a été extraordinairement pratique ces derniers mois. Euh, pas du tout. Mais voilà, Ouais. et là, bah, pareil, ça s'est hyper bien passé, mais parce qu'en fait, tous ces gens travaillent dans une industrie qui est tellement internationale que tu recrutes un Russe, un Américain, un Allemand, un Kenyan ou un Thaïlandais, finalement, bon, on parle le même langage, l'industrie est standardisée et on demande juste à parler anglais, quoi. Donc culturellement, il n'y a pas de grosses difficultés. Faut juste la langue, bien sûr. Ok. Voilà. Et aujourd'hui, au support, on a des gens qui Ouais. sont dans plein d'autres pays et ça se passe très bien. Tout est processé, c'est en anglais. Ils ont de la doc sur Notion. Donc, en fait, quand ils arrivent, bah, ils lisent le Notion, ils ingèrent tout ça. On fait des calls pour caler un peu les choses. Une semaine, puis en fait, on partage enfin, on fait du partage d'écran par call, et voilà, et on avance comme ça, et ça se fait assez rapidement. Les gens sont onboardés assez rapidement d'où qu'ils viennent. Ok. En fait, ça vous a aidé vachement à scaler, non? Parce que, enfin, ou à ouvrir de nouveaux marchés. J'ai l'impression que du coup, vu que vous avez internationalisé la boîte de fait, et du coup, Ouais. maintenant, recruter, c'est presque transparent, que ça soit un Indien ou un quelqu'un, je sais pas, en Colombie ou peu importe quoi. Ouais. Bah, totalement. Je pense on aurait probablement pas eu cette échelle-là aussi vite sans le Covid. Je pense qu'on y serait arrivé quoi qu'il arrive parce que
En fait, c'est aussi une contrainte très business. Si je sais pas, si tu ouvres un labo d'analyse sanguine, Ouais, euh, tu vas le faire en France. Si tu veux ouvrir en Allemagne, il va falloir que tu aies des agréments, ouais, ouais. que tu retrouves des gens qui soient qualifiés localement, etc. Donc, en fait, chaque pays que tu ouvres est un combat. Et même si tu ouvres euh, la Belgique ou la Suisse, bah, ça va quand même être un combat pour un marché 10 fois plus petit. Ouais. Et donc ces boîtes-là, on leur dit toujours, oui, bah, l'avantage des boîtes qui font ça aux États-Unis, c'est que tout de suite, ils ont un marché de 300 millions de gens. C'est vrai. Euh, Parce que si tu fais marché par marché, bah, plus ton marché est gros de base, Plus c'est plus simple. Ouais. tes coûts fixes d'ouvrir un marché sont répartis sur beaucoup. Voilà, exactement. Nous, on a la chance, au contraire, d'être un marché totalement agnostique parce qu'en fait, l'industrie de l'aérien a été standardisée par une association qui s'appelle IATA, qui est une association internationale et qui marche de la Chine aux États-Unis. Tu vois, totalement standardisé. Un aéroport, c'est toujours désigné par un code 3 lettres, une compagnie aérienne par un code 2 lettres. Ouais. T'as un numéro de vol qui est de 4 chiffres. Enfin, tout est pareil. Et il n'y a pas un pays qui fait différemment. Ne serait-ce que parce qu'en fait, le principe de l'avion, c'est que tu vas d'un pays à l'autre. Donc, tous les pays sont obligés de parler la même langue. Ouais. Et par conséquent, ça crée des gens qui sont habitués à voyager, qui sont habitués à travailler avec d'autres cultures. En tout cas, commercialement, quand t'es sales dans l'aérien, tu vas être confronté à des gens qui sont pas de ton pays. Donc, de base, t'as intérêt à être un peu souple, quoi. Ouais. Enfin, faut s'adapter, c'est le principe. Des gens qui parlent quasiment tous anglais parce que bah de fait la langue internationale de ce milieu est l'anglais. Donc c'est assez simple à internationaliser. Et je pense que l'expérience que je raconte est pas forcément transposable à une entreprise qui est sur un marché un petit peu plus national ou même parfois continental. Il y a des marchés qui fonctionneraient en Europe, qui fonctionneront pas en Asie. Alors que tu vois là, aujourd'hui on est date d'enregistrement de ce podcast 20 janvier. La route qu'on vend le vol qu'on vend le plus, c'est Almaty Phuket. Ah oui, d'accord. Kyrgyzstan. Ouais. Kyrgyzstan, Thaïlande. C'est fou. J'ai pas de mec au Kyrgyzstan et j'ai pas de mec en Thaïlande. Ouais, ouais. Mais ouais, c'est voilà. Donc, ouais, on est devenu très très fort en capitale. Ouais, je me doute. Alors, On a appris notre il y a géographie. un truc que tu disais tout à l'heure et que j'ai relevé, c'est que quand même globalement, t'essayais ou tu avais une équipe qui était sur le même fuseau horaire à peu près. Est-ce que c'est toujours le cas? Est-ce que c'est le cas à la fois pour les sales et pour les ops? Est-ce que parce que peut-être pour à cause de ce meeting, ce daily stand-up là que vous avez tous les jours à 10 heures, ça serait embêtant si tu avais quelqu'un en Australie par exemple. Mm. Euh, Alors, c'est le cas pour les devs parce que je pense qu'ils sont tous en Europe ou alors on en a un qui aime bien l'Afrique du Sud. Donc bon, mais c'est le même fuseau horaire. Donc les devs, ils sont vraiment sur le même fuseau horaire. Les commerciaux, ils sont quasiment tous sur le fuseau horaire, sauf le type. Donc, on a embauché quelqu'un en Russie, dont la mission était internationale de base. Là, il n'est pas en Russie pour des raisons évidentes. ouais, Lui, il est beaucoup, il est beaucoup soit à Istanbul ou à Dubaï en termes de base. Mais là, par exemple, en ce moment, il est en Malaisie. ah oui, Donc, bah, c'est un peu plus chaud et parfois, là, ça nous va bien parce qu'en fait, du coup, le 10 heures français, c'est le soir pour lui et finalement, ça se fait bien. Mais disons que s'il était à New York, ouais, bah, on adapterait. Donc, ce meeting de 10 heures, il est un peu flexible en fonction de l'organisation de l'équipe commerciale. L'équipe Ops, euh, elle est donc elle est assez classique en fait. Il y a un level, je sais pas si t'es familier avec les équipes de support en fait, de support client, mais t'as plusieurs ouais, t'as plusieurs niveaux. niveaux. Donc t'as l'agent niveau 1 qui va prendre les requêtes voilà qui arrivent. S'il y a une complexité, ça remonte au niveau 2 et s'il y a une complexité, ça remonte au directeur du support. Le niveau 2 et le directeur du support, ils sont tous basés France ou Allemagne, donc même fuseau horaire, et pareil, call de 10 heures, ça roule. Les agents de niveau 1, vu qu'on a un support 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, eux, pour le coup, évidemment, ils sont pas à ce call, et ils ont une communication qui est beaucoup plus écrite. Ok, Alors, on les appelle individuellement, je veux dire, on s'arrange pour voilà trouver un moment et faire un point individuel de temps en temps, mais
eux, pour le coup, ils ont une communication qui est entièrement écrite parce que il y a des types qui sont par définition pas sur le même fuseau horaire, c'est tout le principe. Et donc il y a il y a une personne en Colombie, une personne au Brésil, Ok. une personne au Pakistan et le reste ils sont plus ou moins en Europe. Mais comme ça on couvre vraiment tout le spectre du support. Ok. Et du coup, une question aussi, je pense que qui est intéressante pour les auditeurs du podcast. Comment est-ce que tu fais pour recruter quelqu'un qui est en Colombie, typiquement? Parce que j'imagine qu'il n'est pas salarié de la boîte française. Même chose pour le Pakistan. Est-ce que tu prends des indépendants? Comment est-ce que tu gères le problème un peu, la problématique un peu légale du truc? Oui. Euh, Au support, c'est un peu plus simple, je dirais, parce qu'ils sont indépendants. C'est des contracteurs D'accord. qui facturent. Parce qu'en fait, on leur book un nombre d'heures et on répartit. Euh, il y en a certains qui ont quasiment un temps plein, hein, mais on fait ça un peu selon leur dispo. Puis c'est souvent des jobs où tu vois ils peuvent faire autre chose en même temps, ou ils sont étudiants, ou voilà. Ouais. Donc là-dessus, c'est que des contracteurs. Ok. Et tu Il les n'y a pas recrutes de il y a où? pas Tu les trouves comment? d'autres setups. Sur des, alors il y a des communautés en fait. D'accord. Alors, Victor s'en occupe aujourd'hui, mais il y a des jobs, il y a des job boards en fait. Tu vois, il y a des trucs, jeux remote, staff me là qui sont en Europe, et puis il y a des Slack, il y a des Slack de support, voilà, des groupes Facebook. Enfin, ça peut être un peu de tout. Ok. Et puis voilà, puis au sein de l'industrie de l'aérien, en fait, les gens bougent aussi, donc on les recrute comme ça, ou sur LinkedIn, ou voilà, D'accord. on chasse pas trop, enfin, sur le niveau 1, on chasse pas nécessairement, c'est vraiment des jobs, des gens qui apply parce qu'on poste ça sur des job boards international en fait. Si tu veux, t'as des job boards de toute l'industrie aérienne, on poste quelque chose et c'est des gens qui sont déjà habitués à traiter des demandes de l'industrie aérienne et comme c'est très standardisé, on fait un peu les mêmes demandes que tout le monde. Donc ça marche assez bien. Ok. Dès qu'on passe au niveau 2 slash head of support, ce qu'on appelle customer lead, enfin bon voilà, ce genre de poste, c'est exactement comme les sales, etc. Et là, c'est des gens qui sont salariés de Citizen Plane. Donc soit ils sont français et on les salarie en France, CDI classique, soit on passe par des boîtes comme Deal ou Oyster D'accord. qui permettent donc en gros Deal ou donc ils sont employés de Deal ou Oyster, c'est les deux que je connais, donc voilà, pour pas faire de pub, je cite tout le monde, mais il doit y en avoir d'autres. Eux, ils sont salariés de ces boîtes-là, et ces boîtes-là ont un contrat avec nous et nous refacturent en fait. Donc pour nous, c'est facturé comme un contracteur, mais de fait ils sont employés. On a un contrat avec Oyster qui stipule que on applique la législation du pays, donc le droit allemand par exemple, s'il dit que t'as 3 mois de préavis, t'as 3 mois de préavis. D'accord. Et donc on fait ça comme ça. Ce qui fait que du coup on embauche les gens aux conditions du pays dans lequel ils sont. Ok. Et alors du coup, je sais pas si tu pourras me répondre, mais question idiote. Ça te coûte un peu plus cher? C'est-à-dire que Deal prend une marge dessus, j'imagine? Ou est-ce que c'est toi qui dis je l'embauche pour 80K par Très exemple? très bon business. Ouais. On fait la négo avec la personne. Donc la personne nous dit, je sais pas, tant, et 80, tu Ouais. vois. Et ensuite, on va voir Deal, et Deal nous dit, 80, ça va vous coûter tant. Donc 80, plus les charges patronales s'il y a lieu, ça dépend des pays. Donc tu vois, il y a des pays où tu négocies. En fait, c'est ça qui est difficile, c'est que par exemple, on a compris assez tardivement que ça nous a coûté, ça a failli nous recruter un recrutement, euh, que le brut en Allemagne est pas chargé du tout de la même manière que le brut en France. Ouais. Donc en fait, quand le type te dit, moi je veux 70, en France, c'est plus comme si elle te disait, je voudrais 58. Et donc la personne qui nous a dit ça, tu vois, on a dit 70, ah ouais, quand même, c'est cher pour ton poste. Et en fait, on a compris que c'était 70 parce que en fait, elle paye des charges que tu payes pas en France parce que son côté charge patronale. Bon, donc voilà, spoiler alerte pour les employés qui écoutent ce podcast, un employeur raisonne en salaire chargé. Hein. Ouais. Donc ça veut dire que c'est votre brut. En France, c'est votre brut plus 45% plus les ordinateurs, machin que vous allez coûter. On prend le coût total et on compare ça pays par pays.
Au milieu de tout ça, oui, le fait de passer par des boîtes comme Oyster ou Deal coûte un peu d'argent. Je crois que c'est quelque chose entre 500 et 1000 euros par mois. Ok. C'est cher. En même temps, bah, c'est beaucoup moins cher que d'ouvrir une structure dans le pays. Ils sont pas dans tous les pays, donc il faut aussi compter avec ça. Mais ça fonctionne assez bien. Est-ce que, du coup, tu dis... Et c'est, enfin, c'est cher et c'est pas cruel. Ok. Pardon. Non, non, pas de problème. Ouais. Ok. Et du coup, est-ce que, par exemple, tu disais que vous aviez pas mal de monde en Allemagne, typiquement. Est-ce que tu as fait le calcul? Est-ce qu'il y a un moment où tu vas te Ouais. dire, peut-être je vais ouvrir une boîte en Allemagne parce que j'ai déjà, je sais pas, 4 ou 10 ou 20 salariés. Quand j'atteindrai 20 salariés, hop, ça vaut le coup d'ouvrir une succursale? Ou pas du tout? Pour l'instant, on est 25 au total. Donc, il n'y a pas grand monde en Allemagne. Je pense que, je sais pas. Je sais pas quel est le breaking point. Ok. Oui, il y a sûrement un point où ça devient plus rentable d'ouvrir une structure en direct. On n'y est pas. On en est loin. Euh, et il y a aussi comment dire, la charge mentale que ça coûte d'ouvrir une structure là-bas. Ouais, ouais. C'est-à-dire que tu dois y aller, tu dois signer des papiers, etc. Tu dois avoir des avocats. Bon, pour l'instant, on n'y est pas. Je préfère, si tu veux, qu'on utilise notre temps à croître. Mais oui, oui, il y a sûrement un moment où il faut se dire, bon, bah là, faut y aller. Je reprends mon exemple de tout à l'heure. T'ouvres une chaîne de laboratoire d'analyse médicale. Il y a un moment où tu vas ouvrir pays par pays avec une structure légale, pays par pays, Ouais, ouais. même si elle est détenue par une holding quelque part. Ouais. Il y a un moment où il faut une structure. Moi, je suis dans un business où c'est du software, c'est relativement internationalisable. À partir de là, il n'y a pas forcément besoin. Ouais, ouais. Et puis si ça te coûte effectivement 500 ou 1000, 1000 euros par employé et par pays, c'est pas foufou, quoi. D'ailleurs, ça rentre dans tes charges pour toi et puis c'est vachement plus flexible, c'est plus simple. Ouais. Exactement. Euh, Exactement. je me rends compte en Exactement. parlant que je crois que j'ai oublié une question sur le recrutement des supports notamment, parce que tu nous expliquais ton process de Mhm. recrutement pour les gens de l'équipe. Est-ce que pour les supports, tu fais la même chose? C'est-à-dire, est-ce que tu fais tes 3 calls plus le call avec les équipes? C'est un peu plus C'est court. plus court? Ok. Non, non, c'est un peu plus court. Euh, pas parce que, enfin, c'est un peu plus court parce que bon, en fait, chez Citizen Plane, hors agent de support, on recrute que des gens qui ont beaucoup d'expérience sur des postes très très spécialisés. On n'a pas d'alternant, on n'a pas de stagiaire, Ouais. on n'a jamais recruté personne qui ait moins de bac plus, enfin, pardon, qui ait moins pardon, expérience, pardon, de fin d'études, comment dire, voilà, qui ait moins de 3 ans d'expérience professionnelle. Voilà, je vais y D'accord. arriver, pardon. Donc c'est des gens qui ont déjà quelque chose à raconter, donc c'est des process où souvent, encore une fois, c'est ce que je dis tout à l'heure, c'est des gens qu'on débauche, qu'on fait démissionner d'autres postes. Euh, et à partir de là, je sais que notre process, il peut paraître long. Moi, j'ai plein de copains, quand je leur dis ça, ils me disent, ah ouais, mais t'es un enfer, c'est, voilà. Et je leur dis, oui, mais en même temps, si je viens de chercher et que je te fais démissionner d'un poste, encore une fois, tu remets en jeu ta période d'essai, tu remets en jeu, bah, la situation que t'avais là, Ouais. bah, faut pas se gourer, quoi. Donc, on a beaucoup de fierté à dire qu'on a eu peu d'erreurs de casting. Je pense que on en a eu sur les 25 personnes et quelques qu'on a recrutées, il y en a peut-être deux où voilà, ça l'a pas fait. Ouais. Ce que je considère comme étant relativement raisonnable. Et ça l'a pas fait au bout d'un an, hein. C'est pas, on les a pas virés 15 jours après. Donc là, et c'est des gens qui sont, voilà, ça l'a pas fait parce qu'ils avaient envie de faire autre chose. En fait, ils se sont rendus compte que, bah, vendre des billets d'avion, c'était pas leur kiff dans la vie. Ça arrive. Euh, mais je pense que c'est aussi dû au fait qu'on a un process très très pointilleux. Sur des agents de support où c'est des métiers que tu vas faire parfois en étant étudiant, parfois en ayant un autre job, etc. Ça a aucun sens d'aller faire 6 heures d'entretien pour se demander si tu vas travailler chez nous ou Ouais. pas. Et donc on a un process un peu plus light euh, qu'on adapte. Ouais. Ok. Ok. Intéressant. Intéressant. Peut-être du coup on arrive à la fin du podcast. On disait au début que tu avais un avis assez tranché sur le remote pour les startups, notamment pour commencer. Et du coup, spoiler alert, en gros, tu es contre. Tu trouves que c'est pas une bonne idée. Est-ce que tu peux, et moi je trouve ça super intéressant. Du coup, est-ce que tu peux développer? Et c'est hyper intéressant d'avoir ton point de vue et un point de vue négatif qu'on a peu sur ce podcast, surtout avec ton expérience maintenant, où justement vous êtes distribué, vous avez fait tout le travail de communication, de trucs et tout.
Est-ce que tu peux nous donner un peu ton point de vue là-dessus? Ouais. Euh, alors, mon avis, il est forcément biaisé et il se base aussi sur ce que j'ai vécu, hein. Je dis pas que je changerai jamais d'avis. Je change assez souvent d'avis. Mais mon sentiment, c'est que d'un point de vue entrepreneurial, quand tu commences, quand tu es au tout début, t'as aucune idée de ce que tu fais. Et nous, par Ouais, exemple, on avait commencé cette boîte en se disant qu'on allait faire quelque chose qui ressemble vaguement à ça. C'était pas ça au début. Il a fallu itérer, il a fallu se parler. Et en fait, il y a une sorte, euh, c'est en fait la création de ta boîte, c'est une sorte de Big Bang en fait. C'est-à-dire que t'as une très très forte densité d'échanges, mais sans direction. C'est- je- je- tu, ouais, tu, ouais. c'est très très intense. Tu te parles énormément. Tes associés sont les personnes auxquelles tu parles. Tes associés sont toujours tes personnes auxquelles tu parles le plus au monde, mais là c'est vraiment d'une intensité extraordinaire. Euh, je pense que d'être à distance rend cet échange très compliqué. Donc jusqu'à ce que tu découvres ce qu'on appelle le product market fit, donc le moment où en fait tu as un produit qui rencontre un marché et tu sais ce que tu fais, tu sais ce que tu vends et tu sais comment tu le fais, jusqu'à ce point-là, c'est hyper difficile d'être remote parce que tu as besoin de bouger, tu as besoin de changer des trucs, peut-être qu'en fait tu vas commencer à faire quelque chose et ça sera pas du tout ça. Et je pense que cette espèce de densité de communication, elle est très difficile à faire en remote. Je me trompe peut-être, mais en tout cas, je vois pas comment la faire. Et encore aujourd'hui, quand on a des sujets très structurants avec mes associés, on se voit. Il y a un truc qu'on n'a pas dit dans ce podcast, hein, c'est que on fait 3 off-sites par an. Donc, 3 fois par an, on prend une semaine, on réunit toute l'équipe. Et on Ok. se réunit dans un endroit, ouais, on prend une grosse maison avec une piscine, un endroit sympa et on se réunit. Euh, et justement parce que parfois, parce qu'en fait c'est bien de se voir, c'est bien d'avoir ces échanges-là. L'équipe commerciale, elle se voit assez Ouais. souvent parce qu'en fait on a plein de salons, donc il y a toujours un tel qui voit machin, etc. Les gens voyagent et en plus enfin il y en a qui sont là depuis 4 ans, donc ils sont potes. Je veux dire, enfin là par exemple il y a 2 personnes de l'équipe qui sont en Afrique du Sud ensemble, voilà quoi, Ok. Ouais. qui sont là depuis plusieurs années et voilà. Donc, donc, donc les gens se rencontrent quand même beaucoup. Et nous, en tant que fondateurs, on essaie de se voir assez souvent. Et là, par exemple, bah, tu vois, je t'ai dit qu'on enregistrait aujourd'hui parce que j'avais une semaine que on est tous les 4 à Paris et qu'on se voit tous les jours et qu'on discute des sujets un peu importants qu'on Ouais. a à voir. Euh, et donc je me dis, dans un monde où tu commences une boîte et où tu n'as que ça, où c'est ton seul sujet, bah, je pense que c'est difficile à faire en télétravail. Je peux tout à fait me tromper, hein. Je dis pas que je serais ravi d'être démenti, mais ouais, je pense que, je pense que c'est difficile. Parce que tu penses que il y a moins de choses qui passent sur un call, ou que tu t'as pas le contact 10 heures par jour tous les jours. Qu'est-ce qui manque? Bah, t'as pas le contact en permanence. Je, tu vois, les premières personnes qui sont inscrites sur Citizen Plane et qui ont commencé à mettre des vols, donc les premiers fournisseurs de vols sur Citizen Plane, il y avait Adrien ou Charles. Moi, j'ai souvenir de Charles, donc qui est CEO, qui prend un call, qui est sur haut-parleur. On est tous les 4 autour à écouter et à se faire des signes en se disant ah mais machin. Et en fait, parce qu'on n'a aucune idée de ce qu'on fait. On pitch un truc, mais fondamentalement, bah ça peut changer. Donc en Ouais. fait, on a jusqu'à ce que on trouve un créneau, on se dit il y a vraiment quelqu'un qui a chargé plusieurs centaines de sièges. Ces sièges ont été vendus, on a été payé et on a redonné l'argent aux fournisseurs et on a pris une com au passage jusqu'à ce moment-là et jusqu'à ce qu'on l'ait répété plusieurs fois et qu'on puisse commencer à se dire, OK, aujourd'hui on a fait 20, demain on fera 40, ensuite on fera 70, etc., etc., jusqu'à ce qu'on ait ça, bah, on sait pas ce qu'on fait. Et donc, du coup, si tu es à distance, tu fais quoi? Enfin, moi, Ouais. commencer une boîte seul tout devant mon ordi, je sais pas, enfin, tu me retrouves devant Call of au bout de 2 minutes.
j'ai aucune idée de quoi faire. Donc Ah oui, ok. j'ai besoin d'interagir, parce qu'en fait c'est là aujourd'hui, tu vois, je sais ce que je vais faire dans 15 minutes, j'ai un call, je sais avec qui, je sais comment, je sais ce que je vais raconter, je sais quelle va être la suite. Mon quotidien, c'est bon, je sais ce que je fais. Mais au début, on n'en sait rien. Au début, ce qui compte, c'est de trouver un marché et d'essayer plein de petits trucs jusqu'à temps. C'est comme quand tu creuses un puits de pétrole, tu vois. Au début, tu es obligé de prendre une pioche et de creuser. Puis bah, tu creuses un peu partout. Puis quand tu as creusé un peu partout, il y a un moment où tu vas tomber sur du pétrole. Mais mais tu t'auras fait peut-être 150 trous avant où il y aura eu que de la terre. Et puis le 151e, paf, le pétrole jaillit. Et t'es obligé d'être Ouais. là, t'es obligé de le prendre, de le mettre dans des seaux, de construire un derrick, de l'exploiter, etc. Bah ensuite, quand t'es Rockefeller, tu peux être dans un bureau à New York et t'es plus sur le puits de pétrole. Et c'est pas du tout un problème. Mais au début, t'es obligé d'être là, t'es obligé d'être physiquement là. C'est intéressant parce que moi, c'est des choses que je vis au quotidien, parce que je monte plusieurs projets avec des personnes différentes d'ailleurs, et je suis bien avant le Mm, product market fit, donc je vois tout à fait exactement de quoi tu parles, à creuser des puits où il y a que de la terre. Et, euh, et alors, je suis d'accord avec toi que ça mm, serait mm, plus simple si on était en présentiel, je pense. Là, typiquement, je viens de passer les fêtes de Noël en France, donc je suis en Martinique là, je suis rentré. Et j'ai passé quelques jours avec ouais. un de mon cofondateur sur un projet, et ça nous a aidé beaucoup en fait de passer un jour et demi à Mm, bosser ensemble, clairement. mm. Euh, mais après, euh, je joue pas à Call of en fait, parce que t'as quand même une liste de tâches. Tu sais que tu vas creuser ce puits-là et que, bah, en fait, si t'arrives sur de la terre, bah, c'est pas grave. Tu fais un call, tu dis bon, écoute, là, ce qu'on a fait, ça fonctionne pas, on refait et on essaie d'avoir des contacts réguliers, un peu ce que tu nous as expliqué. C'est probablement beaucoup plus simple, mais c'est jouable en fait. Et alors du coup, est-ce que mais je crois que je comprends ce que tu veux dire par je le conseillerais pas à un fondateur au début, quoi. Je pense que tu as raison. Je pense que c'est probablement jouable. Et tu peux probablement mettre en place des échanges qui font que, bah, en fait, t'y arrives et bah, tu t'appelles très souvent et peut-être que tu passes des journées entières au téléphone, avec tes AirPods dans les oreilles. Ouais, C'est c'est ça. possible. Je dis pas du tout que c'est impossible. Je, je je pense que moi je suis pas fait pour ça. Après, je pense qu'il y a aussi des gens très différents, hein, et qu'il y a il y a des gens qui ont besoin d'échanger plus ou moins, et que bon, ça, pour le coup, chacun, toi et tes cofondateurs, si tu veux, enfin, vous avez une relation particulière. Tu vois, d'ailleurs, je pense que tu me mets moi avec d'autres cofondateurs, bah, j'ai pas la même relation parce que ta relation, elle dépend de toi, de tes cofondateurs. Et c'est vraiment ce qui enfin, c'est ce Ouais. qui fait le ton de la boîte, quoi. Tout découle de la manière dont tu es, de ce que tu crées avec tes cofondateurs. Euh, Maintenant, je pense quand même que c'est plus simple. Et quand Ouais. je monte une boîte, je me dis, j'aime m'enlever de la complexité. Bah, comme toi, j'en ai creusé hein, des puits sans pétrole. Tiens, tu vois, c'est notre lot à tous. Quand tu crées une boîte, je connais personne. Enfin, en tout cas, le type qui se pointe devant toi et qui dit non, non, moi, ça a marché du premier coup. Bon, c'est probablement Ouais. qu'il a oublié. Alors, parfois, on se ment à nous-mêmes, hein, mais je me dis, bah, c'est plus simple et c'est pas un moment où j'ai envie de m'ajouter de la complexité. Mais voilà, je pense que chacun fait ce dont il a envie et ce qui lui convient. Et puis aussi selon ses possibilités. Tu vois, moi, j'ai eu la chance, on était tous les quatre à Paris au début. Bah, on était là. Paris, c'est une grande ville. C'est pratique pour ça. Ça veut pas dire que Ouais. tu peux réussir ailleurs, hein, bien sûr. Ouais. Ouais, il y a vraiment un problème, je crois, en termes d'outils. En tout cas, moi, j'ai pas trouvé l'outil en remote qui permette de faire du brainstorm en fait. C'est-à-dire de voilà, de fouiller, de toi d'être assez ouvert sur ce que tu veux ce que t'attends du truc, parce que la visio ça fonctionne, mais c'est fatigant et il y a beaucoup de choses qui passent pas. Et le brainstorm, c'est quelque chose Il qui y a est compliqué à faire en remote, je trouve. il y a un outil que j'aimerais moi bien essayer. Alors, je pense que on est devenu trop vieux et trop, voilà, enfin, on a trop d'inertie là pour le mettre en place. Mais si je remontais une boîte, je pense que j'essaierais d'être sur Discord au lieu de Slack. Et je pense que l'idée des rooms audio, où tu rentres, tu sors, tu voilà, Ouais, c'est ce qui ouais, s'apparente peut-être le plus à un fonctionnement dans la vie réelle et qui est ouais, peut-être le plus fluide.
On a testé, enfin moi j'ai pas testé, mes associés, donc Alexis et Adrien ont testé les casques de réalité virtuelle. C'était très sympa. Je, on les utilise pas, tu vois. Donc je pense que faut pas chercher des trucs overkill. Je trouve que Discord c'est le bon ratio entre ça mime le réel et en même temps c'est relativement simple. Mais peut-être, tu vois, enfin il y a sûrement des boîtes qui utilisent ça et ça marche. Et peut-être que si je devais recommencer, peut-être que c'est quelque chose que j'essaierai d'utiliser. Et effectivement, peut-être que là, en fait, comme tu es toujours connecté, t'as toujours tu mets des AirPods dans les oreilles, c'est pas trop lourd, c'est pas trop chiant. Tu les laisses là. Par défaut, t'as rien, mais quelqu'un peut te solliciter à tout moment. Bah, peut-être que c'est le bon ratio qu'il te faut au Ouais. début. Mais j'insiste que le product market fit, ça change tout parce que avant, tout ce qu'on te dit n'est pas une distraction et peut être quelque chose qui te fait progresser. Après, chaque minute que tu passes en call est potentiellement une distraction. Et ça change tout dans Ouais, ton ouais. rapport au travail. Après, tu passes en mode exécution et tu déroules. Et t'as pas à te poser de questions. T'es une sorte de machine, tu vois. Avant, eh ben, bah, parfois, t'as une opportunité qui va venir. Et si t'as pas cette espèce de foisonnement et de gens qui se parlent, bah, je pense que c'est difficile de la sortir. C'est juste ça. Je serais ravi d'être démenti, hein, sur le sujet. Il y a un outil aussi qui est... Donc Discord fonctionne bien, je suis d'accord avec toi. Moi, j'ai remplacé tous mes Slack, ou presque, par des Discord et je trouve que c'est plus pratique. Il y a un outil Mm. aussi qui a été plusieurs fois reporté sur ce podcast qui s'appelle Lemverse, qui est une espèce de petit métaverse jeu vidéo en 2D. Ah, mais c'est le truc de l'Emlist? Et en fait, tu peux... Ouais, c'est le truc de Lemlist. Tu peux créer ton bureau. Ouais. Et en fait, quand tu rentres dans la bulle de quelqu'un, donc il y a une espèce de bulle virtuelle autour de toi qui doit faire, je sais pas, 1 mètre de diamètre, on va dire. Et quand tu rentres, hop, ça active les deux caméras. Et du coup, tu peux commencer à parler. Donc ça permet de savoir ce que fait l'autre, parce que soit il a son bureau, soit il a la cafette, ce genre de truc. Et puis ça permet aussi les trucs un peu plus informels que juste envoyer un chat, salut, est-ce que t'as le temps pour faire un meet, enfin voilà, ce genre de trucs. Euh, mais bon, Ok, voilà, ben, ça fait partie pas des outils essayé, aussi qui peuvent être mais je intéressants. regarderai. Ouais, bien sûr, bien Ok, sûr. Non, mais je pense qu'il y a plein d'outils. Et je pense qu'il y a plein de boîtes qui sont dessus, donc on va en voir émerger d'autres. ouais. Je pose toujours la même question pour finir le podcast. Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui, du coup, veut mettre en place une équipe Ops ou une équipe commerciale en remote? Quels sont les trucs que toi t'as mis en place qui fonctionnent bien? Voilà, comment est-ce que t'aiguillerais quelqu'un qui veut faire ce que vous avez fait? Euh, alors, je vais encore le redire, mais je trouve que Front est vraiment un outil précieux en commercial parce que tu peux partager des emails et des propositions commerciales. Et il faut pas avoir peur de partager beaucoup. Euh, je je pense qu'il faut pas hésiter à se parler souvent. On a souvent ce truc de se dire ah mais attends là j'ai un call, là j'ai autre chose à faire, etc. Et faut pas hésiter. Nous tu vois Ouais, au-delà des calls qui sont prévus, on fait beaucoup de huddle sur Slack ou beaucoup de voilà de petits calls impromptus. Là pour le coup faut vraiment pas hésiter à les utiliser. Puis bah faut se voir. Surtout en commercial il y a toujours ouais, une dimension où enfin, tu vas être obligé. Enfin c'est un métier qui requiert quand même de voir des humains quoi donc il y a un moment où tu peux aussi en profiter, tu vois. Il y a, je sais pas, à l'occasion d'un salon, à l'occasion d'un, ah bah là j'ai tel gros client, viens avec moi. Voilà, je pense que c'est un métier qui est peut-être plus permissif pour ça que les devs, parce que par ouais, définition t'as un métier où tu vas avoir des humains. Mais vraiment, ouais, communiquer beaucoup, enfin pas avoir peur de communiquer beaucoup. Euh, Pas avoir peur de partager de l'info et de partager des drafts, des trucs, enfin qui peuvent aider. Euh, et avoir de la doc quoi, et ensuite bah, être rigoureux. Mais ça, je pense que j'ai l'impression de dire des trucs assez bateaux, mais oui. Enfin après, faut traquer les choses, faut mettre à jour son pipe, voilà. ok. Bah écoute, merci beaucoup pour cet épisode. Hyper intéressant le retour d'expérience que vous avez chez Citizen Plane. Ouais, très 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 cool. Merci beaucoup. Bah merci à toi. Merci d'avoir écouté Génération Remote.
Si ce podcast vous a plu, n'oubliez pas de le partager autour de vous et de lui donner 5 étoiles sur iTunes, c'est la meilleure façon de m'aider. Si vous cherchez un emploi full remote, allez faire un tour sur remotefr.com. C'est un job board qui regroupe que des emplois tech 100% remote. On se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode. D'ici là, portez-vous bien.